Bienvenue à cette deuxième séance de formation. Lors de la première, si vous vous rappelez bien, on a posé donc les bases essentielles du plan d'action à travers donc l'étape 1, qui était celle de l'analyse interne et la réflexion sur vos priorités. Aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va aborder la construction du plan d'action en tant que tel. Vous allez voir, peut-être cet exercice va apparaître complexe, mais vous allez voir que c'est quand même faisable à travers donc une liste d'outils pratiques et des méthodologies qu'on va aborder aujourd'hui. Vous allez pouvoir facilement définir et mettre en place des objectifs et des actions concrètes qui auront un réel impact à long terme. Donc vraiment, notre objectif, c'est non seulement de vous fournir des clés en main pour élaborer un plan d'action, mais aussi de vous inspirer à travers une liste d'actions et mesures possibles qui sont tirées d'autres plans d'action d'organismes qui ont des activités similaires à vos domaines de pratique. Donc, juste pour grosso modo vous expliquer, en fait, le plan d'action en tant que tel, si on le décortique, en fait, c'est vraiment une suite logique d'étapes qui vont mener les unes vers les autres. Donc, vous pouvez vraiment le voir comme une sorte d'entonnoir qui va partir de la vision jusqu'à des actions SMART. Donc, on a dit SMART qu'on va élaborer un peu plus tard. La première étape du processus de la mise en œuvre du plan d'action, c'est vraiment de savoir c'est quoi la vision de l'organisation. Donc, la vision, elle va correspondre à l'idée que l'on se fait de votre organisation. Donc, c'est la première étape clé. Nous allons vous demander, par exemple, de vous projeter dans le temps et de réfléchir à la manière dont l'organisation va se positionner dans le futur. Est-ce que vous allez pouvoir répondre notamment à la question suivante, où voulons-nous aller? Donc, ça, c'est vraiment la ligne directrice qui va guider tout le reste qui va se mettre en place. Juste pour vous donner un exemple d'idée au niveau de la vision pourrait être pour votre organisme dans tel nombre d'années. Notre organisme se voit comme un leader reconnu dans le domaine de, je sais pas, la gestion des matières visuelles, protection du patrimoine, etc., en intégrant, par exemple, des pratiques durables ou renforcer l'attractivité culturelle, par exemple. Donc, ça, c'est vraiment des idées que vous pouvez mettre en place. Ça va vraiment rester la ligne directrice qui va venir encadrer tout le reste. Ensuite, vous avez les priorités. Donc, les priorités, c'est vraiment les éléments clés sur lesquels l'organisation veut se concentrer pour atteindre sa vision. Donc elle va découler des valeurs qu'on vous a demandé de réfléchir au niveau de l'analyse organisationnelle et qu'est-ce qui est vraiment important pour l'organisation à court, moyen et long terme. Donc, c'est vraiment sur ces priorités-là qu'on va venir concentrer toutes les ressources et tous les efforts de l'organisation. Par exemple, des priorités pourraient être la gestion des matières visuelles, la compensation des GES, comme on l'a mentionné, la sélection des fournisseurs locaux, des fournisseurs engagés en matière de développement durable ou des fournisseurs qui ont une considération environnementale, par exemple. Ensuite, on va passer aux objectifs. Donc, les objectifs sont vraiment le résultat concret que l'organisation cherche à atteindre. Donc, ils doivent être clairement définis. Ils doivent aussi être en lien avec la vision, les priorités d'action et tous les autres paramètres donc, qui ont été élaborés dans l'analyse interne, notamment les ressources disponibles, les partenaires potentiels, la période de mise en œuvre, etc., pour que ces derniers soient vraiment réalistes. Donc, un exemple d'objectif serait de réduire la consommation d'énergie de 10% d'ici la fin de l'année. Donc, à garder en tête que vous n'aurez pas un seul objectif, mais vous allez avoir plusieurs objectifs qui vont se découler donc en actions spécifiques, donc les actions SMART. Les actions SMART, donc, c'est vraiment, l'acronyme, c'est SMART pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, ce sont des actions qui vont permettre de réaliser les objectifs que vous aurez ciblés, pardon. Donc, chaque objectif doit être décomposé en actions concrètes et détaillées pour assurer leur bonne mise en œuvre. Et justement, ces actions doivent être suivies régulièrement, comme j'ai mentionné, pour s'assurer qu'elles correspondent à la vision, la priorité, etc. Mais peut-être juste une petite précision, Mariam. Oui. Peut-être juste garder en tête que la vision, c'est, comme Mariam l'a dit, c'est où on se voit dans le futur, c'est où on se voit à long terme. Puis Mariam a parlé au début du fait on fait notre plan, puis on le fait par exemple pour 3 ans, pour 5 ans. Dans nos paramètres, c'est des choses qui ont été déterminées.
Puis, on va regarder, on va faire notre suivi, on va regarder s'il faut qu'on ajuste. Quand on revient à rajuster notre plan, souvent nos objectifs vont changer, nos actions vont changer, mais la vision, ça, c'est quelque chose qui va rester dans le temps. Parce que si on dit où on voit notre théâtre, par exemple, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est une projection à beaucoup plus long terme que les autres. Donc, c'est quelque chose qui va rester stable, souvent pour quelques boucles. Peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, mais comme notre vision est souvent basée sur les valeurs de notre organisation, c'est quelque chose qui va être plus périn dans le temps, puis qui va moins changer au fil de nos révisions. Merci Anne-Sophie pour cet ajout. Donc effectivement, voyez la vision comme vraiment plus sur le long terme. Les objectifs et les actions vont être peut-être avec des échéanciers beaucoup plus courts, donc à court et moyen terme. Mais la vision, elle va perdurer dans le temps, puis peut-être elle va être réajustée si la réalité de l'organisation change, par exemple. Maintenant qu'on a expliqué un peu les étapes ou comment décortiquer le plan d'action, je vais passer la parole à ma collègue Alexa qui va vraiment rentrer plus en détail donc des actions SMART qui vont vraiment être donc le plan d'action en tant que tel parce qu'il va être composé d'actions dites SMART. Donc, elle va vous expliquer un peu c'est quoi les actions SMART, comment les définir justement pour atteindre les objectifs de l'organisation. Effectivement, je vais présenter donc le. Mais en fait, je vais présenter d'abord le modèle, puis après, on ira un peu plus dans le détail sur les actions SMART. Donc, en soi, le modèle SMART, qu'est-ce que c'est? Sûrement que vous en avez déjà entendu parler. Souvent, on en parle pour des objectifs SMART, mais là, on va en parler plus pour des actions. Donc, c'est voilà, un outil méthodologique en fait qui va être pertinent pour définir des actions claires et mesurables qui sont en fait facilement compréhensibles pour toutes les personnes concernées. En fait, ce modèle, il permet de donner une direction précise aux efforts qui pourront être déployés. Donc, en ayant des critères qui sont en fait des critères mesurables et des indicateurs précis, il est plus facile d'évaluer en fait l'avancement d'une action et d'ajuster en fait dans le temps la trajectoire aux besoins. Mais en fait, le fait d'avoir aussi de développer des actions SMART, ça permet, excusez-moi, j'ai mon fil qui m'embête, c'est ça, ça permet en fait de savoir et de savoir précisément quand l'objectif pourra être atteint. Donc une action SMART, ça doit également, en fait, il doit y avoir le résultat, il faut mentionner le résultat à atteindre de manière explicite. Faut qu'on mentionne le résultat qu'on veut, il faut qu'on le fasse connaître en fait, c'est le fait de développer cette action SMART et le fait d'avoir énoncé ce résultat qui permet de garantir une ligne directrice et d'éviter en fait de s'éparpiller et de continuer dans la bonne direction. Donc en résumé, si donc je dois résumer ce modèle, définir des actions SMART, c'est vraiment ça permet de mieux coordonner les efforts, donc d'augmenter les chances de succès et vraiment de garantir l'atteinte de ces résultats dans des délais qui vont être définis, parce que la temporalité, on le verra, c'est aussi important. Donc cela aide vraiment à rester concentré sur l'objectif final, tout en s'assurant en fait que toutes les ressources, donc humaines, financières, peuvent être utilisées pour répondre à l'objectif et qu'en fait elles sont utilisées surtout de manière optimale. Donc maintenant que le modèle est posé, on va pouvoir aller voir un peu plus dans le détail les différents indicateurs qu'il compose. Donc la première étape pour définir une action SMART, c'est de la rendre spécifique. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire de rendre une action spécifique? C'est de définir cette action. Donc il faut vraiment qu'elle soit précise pour orienter l'effort vers ce qui est souhaité. Donc une formulation claire, ça va réduire en fait les ambiguïtés et ça va permettre de se concentrer vraiment, de concentrer en fait les efforts vraiment vers un but précis. Donc là, on peut se poser quelques questions pour savoir si notre action elle est spécifique. Par exemple, on peut se demander pourquoi, excusez-moi, cette action elle est importante pour notre organisation ou comment savoir si cette action qu'on souhaiterait mettre en place, elle me permettrait en fait d'atteindre mon objectif principal. Donc ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a donc le M pour mesurable. Donc une action mesurable, elle,
Elle, en fait, elle va permettre de, si vous voulez, de suivre l'évolution des avancements. Elle va permettre de déterminer si, en fait, c'est ça, l'organisation, elle progresse dans la bonne direction dans le développement de son action. Donc, le caractère mesurable, ça permet de voir, en fait, s'il est aussi, de pouvoir calculer si les résultats escomptés ont été atteints. En fait, ça, c'est possible grâce à des critères notamment quantifiables, donc des valeurs chiffrées, des dates ou des heures. Donc, ces critères, en fait, on peut se poser comment les trouver, comment se questionner pour les trouver. Donc, ce serait comment allons-nous suivre la progression de notre action et comment allons-nous mesurer la réussite de cette action et quels sont les indicateurs, en fait, à suivre. Ensuite, on a donc une partie, ben, en fait, l'action, faut qu'elle soit atteignable mais aussi on peut dire accessible. Ça rentre dans le même thème. C'est qu'en fait, l'action, elle doit être suffisamment ambitieuse pour motiver, pour avoir de l'engouement, mais en même temps, faut qu'elle soit réalisable, atteignable. Donc, faut pas faut faire attention en fait aux attentes irréalisable ou trop ambitieuse. Donc là, il faut vraiment se dire, on peut se poser comme question notamment, est-ce qu'on dispose des ressources nécessaires à la réalisation de notre action? Est-ce qu'on a les compétences nécessaires à la mise en œuvre de cette action? Donc là, on est vraiment dans cette logique d'accessibilité. Est-ce que cette action, elle est atteignable? Ensuite, donc, c'est là où, je l'ai déjà un peu évoqué, la partie réaliste. Donc, les deux atteignables et les réalisables sont deux critères qui sont complémentaires et sont vraiment très liés. Donc, dans la partie réalisable, là, on doit se demander si l'action, elle est réalisable en fonction des ressources disponibles. Donc, comme je disais tout à l'heure, humaines, financières ou matérielles, mais aussi, il faudra faire attention aux contraintes de temps. Également, dans la partie réalisable, il faut voir aussi si l'action, elle est alignée sur la vision, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais en même temps, si elle répond aux valeurs, aux objectifs à long terme, et si en fait cette action, tout simplement, ne demande pas un investissement qui est un peu disproportionné par rapport aux résultats. Donc là, en clair, c'est de savoir si nos actions sont réalistes réalisable et en fait si c'est possible, si c'est pertinent par rapport à la situation de l'organisation. Donc comme je le disais, ce critère, il est relativement proche du critère atteignable, sauf qu'ici, il s'agit vraiment de savoir si l'action, en fait, de vraiment d'évaluer la pertinence de l'action. Donc là, comme question, on peut se poser, est-ce que l'action, elle est alignée sur notre vision, nos valeurs ou nos objectifs à long terme? Est-ce que cette action, elle répond à un besoin de notre organisation? Est-ce que cette action elle est cohérente en fait avec les autres actions qu'on a pu avoir définies? Est-ce qu'elle rentre en fait dans la continuité des autres actions? Puis finalement, donc il est préférable en fait de définir un cadre temporel précis. Donc, excusez-moi, un calendrier, le fait de développer un calendrier de réalisation, ça va permettre de structurer les étapes et en fait, si vous voulez, de structurer les étapes à la réalisation pour atteindre l'objectif final et aussi renforcer l'effort d'équipe pour l'atteindre. Donc là, les questions qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que cette action, elle est réalisable dans le temps qu'on s'est donné? Est-ce que comment on peut s'organiser en fait dans cette action? Comment on peut l'organiser dans les délais dans lesquels les délais qu'on s'est donnés? Donc nous, ce qu'on a fait, on s'est dit pour que ce soit un peu plus réaliste justement, on a donné un exemple pardon, d'action Smart qu'on a décortiqué dans un tableau que vous avez reçu. Ce tableau-là va vous servir à créer votre plan d'action. On a décortiqué une action Smart dans les différentes colonnes. Donc là, en fait, pour vous expliquer, on s'est dit, on a pris une action qui est de réduire la consommation d'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la colonne action, on a mis notre action. On a mis notre indicateur qui est de réduire la consommation. Comment on fait? On installe des éclairages d'ailes, donc des ampoules. 50% des ampoules en indicateur, donc la partie mesurable du modèle Smart. On s'est dit 50% des ampoules vont être des ampoules LED. Et ensuite, on a mis un échéancier. Donc, pour la fin de l'année fiscale. Donc là, ce qui va rester à faire, c'est de compléter les autres colonnes, pardon, en fonction de comment on va développer notre action. Excusez-moi. Donc là, en fait, ce serait à vous. Est-ce que
en fonction de votre analyse, vous avez des idées d'action SMART en fonction de la réalité de votre organisation. Est-ce que vous pouvez vous-même développer une action? Ça peut aussi, je peux en donner un autre si vous voulez, qui est de réduire la quantité de déchets de 20% en optimisant le système de tri d'ici la fin de l'année fiscale. Donc c'est ce genre d'exemple. Puis peut-être, Alexa, aussi, il y a beaucoup de municipalités ou d'organismes qui ont eux-mêmes des plans et des documents. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour nous aider dans nos demandes, puis dans nos... Si on travaille avec une municipalité qui a une politique verte qui installe déjà à l'intérieur de ses bureaux, par exemple, des ampoules d'ailes, parce qu'on parle de ça, on, on peut miser là-dessus aussi dans notre demande pour nous aider à aller de l'avant avec ça, tout à fait. Parce que, tu sais, on le répète depuis le début, le plan d'action, c'est vraiment de partir de où on est pour faire un pas de plus. Donc, je pense que c'est tout à fait cohérent et tout à fait pertinent d'avoir une action qui serait d'entreprendre des démarches avec, quand on parle de liste des partenaires, le propriétaire de notre bâtiment, c'est un partenaire avec qui on a à travailler. Donc, oui, on peut avoir comme objectif, puis c'est ça, comme je disais, je pense qu'on peut aller fouiller pour essayer de trouver des choses qui peuvent nous aider dans notre démarche. Et je suis certain qu'il va en avoir plein là, au niveau des municipalités ou des propriétaires par rapport à ça. Parce qu'il y a des économies souvent, tu sais, on peut aller jouer, tu sais, j'ai parlé des plans, mais on peut aller jouer aussi sur la carte de le propriétaire, il va économiser selon l'action. Souvent, ça amène à des économies pour lui, fait que c'est quelque chose aussi qu'on peut mettre de l'avant dans nos demandes, là. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc maintenant que nous avons exploré les actions SMART, comment les définir, comment les définir donc à partir des priorités, des objectifs. Donc on a donc parlé, on a présenté un exemple. Nous allons pouvoir passer à la phase de création du plan d'action. Donc pour vous aider en fait à la création de ce plan, vous allez en fait pouvoir choisir des actions. Pour cela, donc on a mis, comme ça a été évoqué un peu plus tôt par ma collègue Mariam, on a mis en place une banque de ressources à votre disposition, donc le document que je vais partager dans quelques instants. Donc, la banque de ressources, qu'est-ce que c'est? Donc, la banque de ressources, en fait, ça vous permet, c'est des exemples d'actions qui sont présentes dans chacune des thématiques que vous avez vues donc pour votre Canva, pour votre analyse. Vous avez déjà observé pour l'analyse. Donc, il y a la gouvernance et communication, la sélection des fournisseurs et du matériel, diminution des GES, compensation, excusez-moi, des GES, la gestion des ressources humaines, les impacts environnementaux et sur la communauté. Donc, pardon. Donc, il y a en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs actions. Plusieurs actions se retrouvent dans plusieurs thématiques, mais elles sont, vous allez voir, en fait, vous l'avez sûrement peut-être vu, elles sont écrites en fait de différentes manières. Le but était de vous proposer en fait différentes manières de proposer des actions. Il y en a on peut les développer, on peut les écrire d'une autre façon. Il n'y a pas une seule manière de faire des actions. Donc, le but, c'est vraiment de vous inspirer et en fait de ces actions en fonction de vos contextes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment tout le monde peut faire des petites actions. Ça dépend de sa réalité, ça dépend en fait de aussi, comme je le disais, de ses objectifs, de sa vision. Donc il y en a vraiment pour tous les contextes. Donc là, je vais vous montrer Ben, en fait, voilà, c'est ça, je l'ai déjà partagé. Donc ça, c'est le document qu'on vous a transmis. Donc ne pas, le début. Ne pas oublier donc que dans ce document, il y a un petit rappel des paramètres clés du plan d'action qui a été mis dans ce document. Donc, comme évoqué aussi au début de notre présentation, donc gardez en tête la vision, les valeurs. Excusez-moi. Donc, on a remis aussi les autres paramètres, la période de mise en œuvre, les montants qui peuvent être alloués au plan d'action, le nombre d'heures et les ressources ainsi que les partenaires. Donc en soi, la banque de ressources en tant que telle, donc comme je vous disais, il y a une partie il y a une colonne qui représente les catégories, une colonne avec toutes les actions et une colonne en fait indicateur.
Donc, je vais m'arrêter un petit instant sur donc, les indicateurs. On l'a déjà évoqué un peu précédemment. Mais qu'est-ce que c'est un indicateur? Donc, l'indicateur, on en a mis pour toutes les actions à peu près. Il y a certaines actions, on n'a pas mis d'indicateur. Vous pourrez en rajouter, il n'y a pas de problème. Mais en fait, à quoi ça sert? C'est un outil qui permet de mesurer et de suivre l'évolution de mise en œuvre d'une action, donc pour toute la durée du plan. Et en fait, cet indicateur, il est notamment important parce que c'est lui qui va permettre d'ajuster les actions si possible et en fait de voir si l'action, en fait, de permettre de voir si l'action, elle va vers l'atteinte de l'objectif. Donc, c'est vraiment quelque chose c'est un peu votre boussole, là, qui va vous permettre de savoir si l'action, elle, elle va dans la bonne direction et si ça permet de mesurer. Donc l'indicateur, excusez-moi, comme vous voyez, il va pouvoir être, comme on l'a dit précédemment aussi, quantitatif ou aussi qualitatif. Donc on en a mis plusieurs, il y a plusieurs actions, donc là je les passe assez rapidement. Ce que j'ai pas précisé aussi sur les actions, c'est que comme je disais, il y a plusieurs actions qui peuvent être accessibles à tout le monde. Puis aussi, ça veut pas dire que vous pouvez pas aller un peu plus dans la complexité. C'est possible que là, pour le moment, vous fassiez des petites actions et que quand vous allez réviser votre plan, vous vous dites, OK, bon, bah maintenant, on peut passer à des actions un peu plus complexes, faire notre bilan GES, etc. Pour cela aussi, on vous a mis, donc la troisième colonne, on vous a inséré des ressources qu'on a jugées pertinentes. Cette liste n'est pas exhaustive, mais donc vous allez voir qu'il y a plusieurs ressources qui sont comme des aides. Par exemple, sur le site Hydro-Québec, il y a des outils qui peuvent aider à la calcul de consommation. Comme on le disait tout à l'heure, des fois, on peut pas, l'électricité est compris dans le logement. Donc, on peut pas toujours le faire, mais si on contrôle ça, des outils sont disponibles sur Hydro-Québec. Donc, c'est ça. Donc, on a mis quelques outils, des outils aussi pour faire une politique. On va en parler, une politique organisationnelle. On va en parler un petit peu juste après, là, dans très peu de temps. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment une banque de ressources. C'est pour vous. On va pouvoir l'utiliser un peu durant l'atelier. Donc, juste après, un peu plus tard dans la formation. Donc, je vais revenir à mon PowerPoint, à ma formation. Et donc, je vais continuer. Euh, voilà. Donc, je vais continuer avec la création du plan d'action. Euh, Également, comme ça a été dit tout à l'heure par ma collègue Mariam, en fait, après avoir exploré donc, les exemples d'action, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir approfondir trois actions. Donc nous, les trois actions, et aussi en fonction des échanges qu'on a eus avec vous, les trois actions en fait qu'on a décidé d'approfondir, qu'on s'est dit ça pourrait être pertinent de les approfondir, c'est celle donc en fait, de la thématique, gouvernance et communication. Donc ce serait adopter une politique organisationnelle, de la thématique donc, des diminutions des GES, la sous-thématique, donc la gestion des matières résiduelles, donc effectuer une caractérisation des matières résiduelles et celle sur la compensation des GES. Donc, une petite formation. Enfin, Anne-Sophie va vous présenter un peu tout le sujet autour de la compensation des GES. Donc, pour ma part, moi, je vais lancer un peu le bal des trois actions avec la politique organisationnelle. Donc, une politique organisationnelle, qu'est-ce que c'est? Donc, organisationnelle, ici, on parle vraiment en développement durable. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on peut la développer? Donc, pour assurer en fait une politique organisationnelle, ça sert, si vous voulez, c'est pour assurer un engagement à long terme de la direction et des employés en matière en fait de développement durable. Là, c'est ce qui nous intéresse surtout. Il va être pertinent de définir une stratégie qui implique activement tous les acteurs de l'organisation. Donc en fait, ça peut passer par l'adoption donc d'une politique organisationnelle de développement durable qui va être adoptée par le conseil d'administration. Cette politique, elle va inclure des principes de l'organisation, en fait les principes sur lesquels l'organisation elle s'engage à respecter, donc que ce soit sur le plan social, environnemental, économique, mais aussi de gouvernance. Donc quelques domaines d'activité qui peuvent être inclus dans cette politique, il y a entre autres comme on peut le voir, donc la sélection des fournisseurs, l'équité salariale, la considération sociale et environnementale, la santé et bien-être, l'équité et l'égalité au sein de l'organisation, et il y en a bien d'autres. Donc, par le biais, en fait,
avec une une politique, excusez-moi, organisationnelle. L'organisation, elle énonce clairement donc à toutes ses parties prenantes, donc que ce soit ses employés, la direction ou aussi les parties extérieures, les partenaires externes, excusez-moi, son engagement en matière de développement durable. Donc en fait, et là je vais insister là-dessus, le fait d'avoir une politique écrite, ça permet en fait, ça a plusieurs avantages, mais notamment ça permet d'être un outil essentiel de gestion qui va contribuer, si vous voulez, à façonner la culture de la culture de l'organisation et à structurer les comportements professionnels à adopter. En définitive, donc une politique organisationnelle donc de développement durable écrite, vraiment j'insiste sur le fait d'écrire, c'est que ça garantit que l'organisation elle maintient le cap en fait sur ses engagements en matière de développement durable. Donc même en cas de changement, puis ça c'est important, en cas de changement de direction au sein du CA ou parmi les employés, en fait vraiment l'idée c'est que ça reste. Donc, parce que c'est bien l'idée de la bonne volonté seule, ça ne suffit pas à assumer, à assurer, excusez-moi, la pérennité de tous les efforts qui ont pu être déployés. Donc là, vraiment, le fait de dénoncer une politique claire et définie, ça permet de structurer les efforts, mais surtout, c'est ça, ben, d'assurer, de faire en sorte que que ça dure dans le temps, même s'il y a des potentiels changements au sein de l'organisation. Un autre élément que je voulais vous mentionner, il y a en fait, c'est ça, on en parlait un peu là, mais il y a des éléments qui peuvent structurer une politique. Je ne vais pas les énumérer ici parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Par contre, dans la banque de ressources, dans la thématique de la politique, vous avez une ressource justement qui est pas mal intéressante pour voir les différents éléments que peuvent composer une politique. Donc, je vous invite à consulter, si vous en avez besoin, cette ressource. C'est ça, pour voir les différents éléments structurants. Une formation, excusez-moi, une caractérisation des matières résiduelles, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est? Donc, euh, on vous a fait une petite image, se faire en plusieurs étapes. Mais d'abord, je vais commencer. Qu'est-ce que c'est une caractérisation des matières? Donc, en fait, une caractérisation des matières, c'est une action qui permet d'obtenir un portrait, si vous voulez, chiffré, là, statistique, donc aussi bien quantitatif que qualitatif des matières qui peuvent être générées par l'organisation. Donc, matières générées, jetées, c'est ça, par catégorie en fait de matière, si vous voulez. Donc, pourquoi on caractérise? Donc, là, je vais rester assez simple, mais pourquoi on caractérise? C'est pour voir, en fait, quels déchets, tout simplement, sont émis par par l'organisation et pour essayer d'observer un peu les enjeux au niveau du tri. Quand je dis organisation, ça peut être aussi, on peut faire aussi une caractérisation des matières concernant les théâtres, pour aussi les lieux, on le verra un peu plus tard, mais en ce qui concerne aussi le public. Donc, c'est pour voir les déchets donc, qui sont émis. Ça permet aussi d'identifier des actions qui peuvent être mises en place pour améliorer la gestion des matières résiduelles. Comme je le disais, ça permet d'obtenir des données donc chiffrées sur le système de collecte, voir en fait si le système de collecte de l'organisation il fonctionne bien. Donc de mettre vraiment des chiffres, des poids en fait des matières. Et en fait, le fait de chiffrer ça et de garder ça et de faire une caractérisation, c'est que ça va permettre surtout de voir l'évolution au fil du temps et au fil des mesures qu'on va pouvoir mettre en place. Puis finalement, ça permet de réduire l'empreinte environnementale de l'organisation par les mesures qui vont être mises en place. C'est ça. À la fin, c'est un peu un but qu'on veut atteindre. Donc, les étapes d'une caractérisation. Donc là, c'est là où l'image va être importante. Je me permets de faire une petite précision. Je vais rajouter une étape zéro à l'image que je n'ai pas eu la place de mettre. C'est qu'en fait, l'étape zéro, donc avant de faire la pesée des matières, il faut préparer la caractérisation. Donc, comment ça se passe une préparation de caractérisation? Donc en fait, là, si on comprend bien, donc la caractérisation, vous allez collecter les déchets émis par l'organisation. Donc pour préparer tout ça, il y a un petit peu de logistique à faire. Donc il est intéressant en fait de collecter les déchets pendant un temps déterminé. Vous pouvez faire par exemple sur 7 jours. Pourquoi 7 jours, c'est intéressant? C'est que ça permet d'avoir
excusez-moi, un bon échantillonnage des matières. Donc en fait, ça vous servira, si vous voulez, après à annualiser les données. Pourquoi en fait on annualise les données? Ce mot est pas facile à dire, mais c'est qu'en fait, c'est que ça permet d'avoir une vue d'ensemble des quantités que vous allez produire. Donc, le fait d'une semaine, c'est qu'on peut donc multiplier par 52 semaines pour avoir l'année. C'est surtout ce qui est important de le faire sur plusieurs jours, c'est qu'il y a des journées qui sont où va y avoir plus de déchets produits que d'autres. Donc, ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Ensuite, une fois qu'on a récupéré donc, ces déchets, il faut pouvoir les stocker pendant une semaine. Donc, il faut pouvoir prévoir un endroit où stocker, aérer, oui et non, là, mais où il n'y ait pas trop de problématiques. Oui, Anne-Sophie. Oui. Excusez, mon micro, il voulait pas. Mais peut-être juste rajouter qu'on peut aussi séparer nos matières. Tu sais, on les accumule pendant un certain temps, mais on peut aussi les séparer par zone. Oui. Ça nous permet d'analyser, par exemple, les bureaux versus les lieux grand public. Donc, on peut les séparer aussi par type de lieu qui nous permet de faire une analyse par la suite un peu plus poussée. Oui, c'est ça. C'est en fait c'est l'étape zéro, ça permet vraiment c'est ça, préparer, voir en fait de vraiment qu'est-ce qu'on veut faire avec notre caractérisation, comme disait Sophie. Est-ce qu'on veut caractériser les lieux, les bureaux? Est-ce qu'on veut caractériser plus les zones de cuisine, etc. et de comparer. Donc l'étape 1, c'est la pesée des matières. L'étape 1, c'est vraiment les matières brutes que vous récupérez, les sacs que vous récupérez, vous les pesez. Ça peut être sur une balance ou avec une balance crochet. Là, ça, c'est vraiment en fonction des outils que vous avez. L'étape 2, ça va être le tri des matières. Donc là, c'est l'étape où on ouvre les sacs, on trie les matières, donc on déballe les poubelles, on dispose les poubelles, on effectue un tri. Donc on met les tris dans 3 sacs différents. Ou deux, là, mais en tout cas, compostage, recyclage et déchets ultimes, ou juste recyclage, déchets ultimes. Le compostage, on le met à part, mais le but, là, c'est vraiment euh, de faire plusieurs tas en fonction des différents types de déchets. Donc là, déjà, on peut commencer à observer la quantité de déchets qui s'est retrouvée, on va dire, à la mauvaise place. Donc ça donne une idée, en fait, du tri qui est fait. Et déjà, on a une première vision de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme action. Euh, donc voir aussi les lieux en fonction des zones qu'on a décidé de caractériser, voir les zones où il y a le plus on va dire, de contamination de déchets, là où il y a le plus de tri à faire. L'étape 3, ça va être de peser les matières qui ont été triées. Donc, une fois qu'on a fait les piles, qu'on a trié les déchets, on pèse ces piles. Donc, pour les déchets trop petits, vous pouvez utiliser des petites balances de pâtisserie ou de bijoutier. Ça va vous permettre en fait de les avoir en grammes. Et ensuite, en fait, on analyse ces 3 sacs, on voit un peu comment ça se passe. Et donc là, on va arriver à l'étape 4, qui est donc vraiment la dernière phase et ça va être l'analyse des résultats de la caractérisation. Et c'est là où on va pouvoir en fait donc évaluer et émettre des recommandations, oui c'est ça, excusez-moi, des recommandations qui vont pouvoir en fait guider, si vous voulez, qui vont pouvoir en fait servir ensuite, qui vont pouvoir être évaluées. Donc dans une prochaine caractérisation. Donc l'évaluation. Je vais essayer d'expliquer ça simplement, mais en gros, si vous voulez, dans un premier temps, vous avez l'analyse détaillée des résultats qui va permettre de fournir plusieurs informations sur la qualité du tri des matières dans les différents lieux, d'où proviennent les matières. Donc, de cette analyse, il y a plusieurs constats qui vont pouvoir être mis en évidence et donc, comme je le disais, des recommandations pour le futur. Donc, il s'agit vraiment de s'ajuster aux enjeux qui vont pouvoir être identifiés lors de l'analyse des déchets. Donc, là, je vais vous proposer plusieurs constats avec quelques exemples de recommandations. Donc, par exemple, on va pouvoir, avec l'analyse des données, constater, essayer de voir si la localisation et le nombre d'équipements, en fait, se questionner sur la localisation et le nombre d'équipements. Donc, est-ce que la localisation du bac, elle est pertinente? Est-ce qu'il y a assez d'équipements? Donc là, en recommandation, on peut se dire, il est possible que je doive ajouter des équipements supplémentaires dans les zones à forte production de déchets
ou assurer une répartition un peu plus équilibrée pour éviter des surcharges. Peut-être il y a des zones où il y a trop de surcharge, il y a trop de déchets, je dois changer mes poubelles trop souvent. Et à l'inverse, des zones où les poubelles elles sont presque vides, c'est sous-utilisé. Donc là, ça va permettre de voir si les équipements sont mis à la bonne place et si j'ai le bon nombre. On peut avoir un constat aussi sur le comportement des usagers, par exemple, au niveau de la qualité du tri, de la quantité et des proportions générées. Aussi, pouvoir faire un peu une sensibilisation des employés ou du public. Donc là, comme recommandation, ce qu'on pourrait avoir, c'est par exemple produire une fiche d'information et de sensibilisation qui peut être en fait destinée aux employés ou au public. Donc cette fiche, en fait, elle pourrait reprendre la liste des installations disponibles, leur emplacement et les matières en fait, la description des matières. On pourrait développer, par exemple, au sein de l'organisation, on pourrait déployer des sessions de formation pour les employés sur la gestion du tri, promouvoir des actions concrètes en fait sur comment trier, etc., etc. Ce qui est important aussi là-dessus, ça va être de communiquer. Donc de faire et aussi de faire des suivis, voir si les modifications, voir en fait si ce qui est communiqué c'est appliqué et ajusté aux besoins. Puis finalement, il peut y avoir aussi des constats au niveau de l'affichage comment dire, des zones proches des poubelles. Donc, est-ce que en fait c'est pertinent d'ajouter ou de modifier les îlots de tri? Est-ce que l'affichage qui est indiqué, il est pertinent? Et là, donc, on peut avoir effectivement plusieurs recommandations qui est donc est-ce que mon affichage, il est simple? Est-ce qu'il est standardisé ou est-ce qu'il y a plusieurs affichages différents? Est-ce qu'il est standardisé avec des pictogrammes clairs, avec des couleurs? Est-ce qu'il y a des messages dessus? Est-ce que mon affichage est facile à comprendre? Est-ce qu'il manque des informations? Est-ce qu'il y a des choses que je peux ajouter? Est-ce qu'il est bien positionné aussi? Est-ce qu'il est visible? Il y a des fois des affichages, on ne les voit pas vraiment. Soit ils sont sur les couvercles, mais les couvercles sont levés, ou ils sont trop petits. Donc le but aussi là, c'est de un peu, vous pouvez tester l'affichage avec votre équipe ou avec d'autres groupes d'usagers pour garantir l'efficacité. Donc tous ces constats-là et toutes ces recommandations qui sont vraiment non exhaustives, hein, ça va vous permettre par la suite, en fait, ça va être des outils d'amélioration. Puis par la suite, ça va vous permettre en fait de vous ajuster. Donc comment vous ajuster? En fait, vous allez pouvoir le faire par une caractérisation de contrôle. Donc il est possible, en fait, c'est ça, d'effectuer une caractérisation de contrôle à chaque année, par exemple, afin de vérifier donc si les mesures que vous avez pu mettre en place, donc à la suite de la première caractérisation, hein, et que les résultats qui en sont sortis, si c'est efficace, si les recommandations que vous avez mises en place, ça va, ou si effectivement il faut apporter des petites corrections. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait c'est pas un cercle, là, c'est un carré, un rectangle, enfin bref, une forme fléchée, parce qu'en fait, ça, c'est ce qui va suivre pour chaque caractérisation. Comme je disais, ça peut être fait chaque année. Donc vraiment, le processus va continuer et en fonction c'est ça, comme je disais, donc de l'analyse des résultats, vous allez pouvoir adapter vos recommandations et surtout adapter aussi les îlots de tri, l'affichage et la sensibilisation. Mais oui, c'est ça. Donc, la caractérisation, rapidement, peut aussi servir à faire des achats, dans le sens où si on se rend compte que, puis c'est l'avantage aussi de le faire régulièrement. Notre première caractérisation, on peut se rendre compte que presque tout se retrouve dans les poubelles. Puis là, on voit, on cherche une matière qu'on a beaucoup. Puis là, on peut se dire, ah, ben, il y a vraiment beaucoup de crayons dans nos poubelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les crayons? On trouve une solution qui sont soit d'aller les porter au bureau en gros pour qu'ils les récupèrent ou d'acheter, par exemple, des crayons qui sont rechargeables. Fait qu'on a juste la moitié du crayon qui se retrouve. Puis quand on refait notre caractérisation, là, on peut se rendre compte que finalement, on n'a presque plus de crayons, mais maintenant, on a beaucoup de. Puis là, on peut s'attaquer à une autre matière qu'on a beaucoup dans nos poubelles pour voir comment on peut faire. Fait que on peut y aller aussi avec les matières qu'on trouve directement dans nos poubelles pour trouver d'autres actions. Donc, voilà.
c'est intéressant de savoir puis de comprendre pourquoi on veut le faire et tout ça. Ouais, Pour un petit bureau, ça peut être plus simple. Pour un gros oui, théâtre, ça peut être plus complexe. oui, Fait que peut-être juste aussi rappeler que, tu sais, tu l'as mentionné rapidement, mais c'est pas obligé d'être fait à l'interne non plus. On peut avoir dans notre plan d'action de faire tu sais, d'avoir une caractérisation de fait d'ici la fin de notre plan d'action. Mais cette action-là peut être donnée à l'externe aussi, oui, là, parce que pour un théâtre avec beaucoup de salles, ça peut être très lourd et complexe. Donc, il y a des organismes privés là, dont, tu sais, nous, on fait des offres de services pour ça, mais il y en a d'autres aussi. Ça peut être donné à l'externe si c'est trop, là. Tu sais, je veux pas que vous pensiez que vous êtes obligé de faire ça tout de suite. oui, oui, oui. On vous montre une des possibilités. Si vous trouvez que c'est pertinent, vous pouvez décider de le faire vous-même ou de le faire à l'externe, là. Mais c'est pas une obligation que ce soit dans votre premier plan tout de suite, puis de le faire, là. Donc, la troisième action qu'on a décidé d'approfondir, on en avait déjà parlé un petit peu la dernière fois, mais ça avait été fait de façon un peu informelle là, en réponse à une question. Donc, on s'est dit que ça pouvait être pertinent d'aller un peu plus loin, mais aussi que vous ayez ces informations-là visuelles pour que ça reste et que ça puisse vous aider. Donc, la compensation des GES, bien que ça puisse être des fois un peu contesté ou questionné, pour les chercheurs, les professionnels dans le domaine, les recherches et tout ça, c'est mentionné que ça reste un incontournable pour atteindre les objectifs internationaux de neutralité carbone, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre complètement de côté, mais il faut faire super attention à l'éco-blanchiment parce qu'il y a toutes sortes de crédits carbone, il y a toutes sortes de... Donc, on peut penser qu'on fait un bon geste alors que finalement, pas tant. Donc, il faut quand même faire attention. La première chose à regarder, c'est s'assurer qu'on respecte la chaîne de éliminer, réduire, compenser. Donc, dans un premier temps, on essaye d'éliminer les gaz à effet de serre qui peuvent être éliminés. Dans un deuxième temps, il y en a peut-être qui ne peuvent pas être éliminés, mais qui peuvent être réduits. Et ensuite de ça, si j'ai des émissions qui ne peuvent pas être réduites, qui ne peuvent pas être éliminées, ben là, je vais les compenser. Et une des raisons pourquoi c'est important de vraiment respecter cette chaîne-là, c'est que les spécialistes s'entendent pour dire que d'ici ben, aussi peu longtemps que 2050, les émissions qui sont non compressibles, ça, ce que ça veut dire, c'est les émissions qui ne peuvent pas être ni éliminées ni réduites. Donc, les émissions qui doivent être là, no matter what, là, peu importe, les émissions qui vont toujours rester, vont beaucoup, 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 beaucoup augmenter dans les prochaines années. Donc, on va avoir de plus en plus d'émissions qu'on ne peut pas ni réduire ni éliminer. Puis, juste avec ça, ça va être dur de compenser ceux-là. Donc, il faut vraiment se concentrer pour éliminer ce qui peut être éliminé, réduire ce qui peut être réduit, puis après ça, on compense. C'est sûr qu'on peut utiliser aussi la compensation dans une espèce d'optique temporelle, dans le sens où je commence, c'est ma première étape, je le réduis, je vais l'éliminer à mon prochain plan d'action. Entre-temps, je compense ma différence. Donc, ça peut nous aider temps dans le temps qu'on met nos choses en place, mais c'est de garder en tête que si on fait juste compenser, on n'aide pas. Il faut dans un premier temps éliminer et réduire avant. Tu peux changer la diapo, Alexa. Ceci étant dit, ben, en fait, l'autre chose qui est importante à garder en tête pour éviter l'éco-blanchiment, c'est de faire un bon choix de crédit carbone. On en avait parlé la dernière fois. Euh, on veut s'assurer qu'on achète des crédits qui sont évalués selon une méthode qui est reconnue internationalement. Parce que c'est vraiment compliqué s'assurer qu'un projet de compensation carbone est vraiment bon. Il y a 8 critères qui ont été déterminés par des scientifiques partout dans le monde. On n'en fera pas le tour là, parce que c'est quand même long et complexe. Mais
c'est que si on achète des crédits carbone qui sont certifiés par Gold Standard ou par VCS, par exemple, on s'assure que les crédits carbone qu'on achète, ils respectent ces 8 critères-là qui sont reconnus mondialement. Alors que si on achète des crédits carbone qui ne sont pas certifiés, peut-être que on achète des crédits carbone pour compenser des GES qui sont déjà compensés ailleurs ou des crédits carbone pour un projet qui va capter les GES pendant 2 ans, mais qu'après les GES vont retourner dans l'atmosphère. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça qui font en sorte que c'est vraiment important de s'assurer qu'on qu'on achète des crédits carbone qui sont crédibles et qui vont faire en sorte que notre achat sert vraiment à diminuer la quantité de GES qui sont émis. Puis là, j'ai mis Gold Standard en gras parce que Gold Standard serait un petit peu supérieur à VCS, notamment au niveau de l'additionnalité, comment c'est calculé et vérifié. Donc, voilà, tu peux changer de diapo, Alexa. Donc, pour faire mon choix de crédit, je m'assure qu'ils sont certifiés. Et deuxième chose, une fois qu'ils sont certifiés, je sais que c'est des bons crédits qui vont respecter les critères parce qu'ils sont certifiés. Je m'assure que c'est un projet qui va capter du CO2 et un captage, j'ai mis entre parenthèses permanent, là, parce que dans le fond, c'est un peu ça. On veut s'assurer que le projet dans lequel on va investir il va enlever de façon permanente du CO2, du gaz carbonique, puis que ça ne va pas juste les réduire ou éviter. Parce qu'en fait, il y a des projets d'évitement, on était supposé de faire tel projet qui aurait émis vraiment beaucoup de GS, mais finalement, on ne le fera pas. Mais dans le fond, ça n'enlève pas vraiment des GES parce qu'ils n'ont jamais vraiment été émis. Ou sinon, il y en a de réduction aussi. C'est bon, on va diminuer un peu, mais on va continuer à en émettre. On est vraiment mieux de choisir des projets qui vont capter des GES de façon permanente. Tu peux changer de diapo. Là, je vous ai parlé de captage, mais en fait, il y a plusieurs synonymes si vous entendez que c'est des projets de retrait de CO2, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on les enlève. Ça veut dire captage, on les capte, on les enlève, c'est la même chose. On peut entendre aussi émissions négatives. Donc, ça veut dire qu'on en enlève. Donc, ce qui reste, il nous en reste moins. Donc, on a émis de façon négative. Donc, ça aussi, ça veut dire qu'on en a retiré. Donc, des projets de captage, des projets de retrait, des projets d'émissions négatives, c'est ça vers quoi on veut aller. C'est les seuls qui sont compatibles avec la neutralité carbone. Puis, en fait, les spécialistes qui disent c'est que d'ici 2050, il va falloir que ce soit 100% des crédits carbone qui sont disponibles juste pour compenser les émissions qu'on ne peut pas, comme je disais tantôt, qu'on ne peut pas ni réduire ni éviter. Donc, c'est vraiment vers là qu'on veut aller. Puis, si on est face à une option qui est de la réduction, mais où le carbone est stocké quand même, ça peut être correct. C'est comme le deuxième meilleur choix si on veut. Mais si ça réduit sans stocker ou si ça évite, on était supposé de faire ça, mais on ne le fera pas. Dans ces deux cas-là, on veut pas acheter des crédits carbone pour ça parce que ça ne sert pas. Ça ne sert pas les objectifs internationaux, ça ne sert pas à diminuer la quantité de GES qu'on a dans l'atmosphère et qui font notre effet de serre. Tu peux changer de diapo. Ceci étant dit, ça c'est juste la base pour bien comprendre un peu ce que j'ai besoin de faire si je veux compenser mes GES, c'est d'acheter des crédits. Avant de les acheter, il faut que je les calcule. Et pour bien comprendre, un crédit, c'est super abstrait, mais dans le fond, c'est simple. Un crédit carbone, c'est 1 tonne de CO2 équivalent. Fait que si en tant qu'organisme, j'émets, je dis n'importe quoi, 150 tonnes de CO2 équivalent, si je veux compenser au complet, il va falloir que j'achète 150 crédits. Fait que c'est vraiment ça. 1 tonne, c'est un crédit. Puis tous les calculateurs calculent en tonnes.
Fait que je vais calculer mes choses, je vais vous le montrer tantôt. Ça me donne un résultat, ça dit vous avez 25 tonnes. Ben, ça veut dire qu'il faut que j'achète 25 crédits. C'est à peu près ça. Puis, c'est quoi ça, une tonne de CO2 équivalent? Vous voyez la boule sur le dessin. Ça, c'est le volume d'une tonne de gaz carbonique. On voit les petits bonhommes en bas. Fait que c'est à peu près haut comme une maison 2 étages, une petite maison 2 étages en volume. En utilisation, une tonne de CO2, c'est à peu près comme aller dans l'Ouest canadien en auto ou d'aller en avion à Paris. C'est à peu près ça, là, une tonne de CO2. Tu peux changer de diapo. Donc, comme je disais, il faut qu'on calcule pour savoir combien de tonnes de CO2 j'émets. Pour ça, il y a plusieurs options. Vous pouvez soit faire le bilan de vos émissions. Ça, c'est le plus précis, c'est la meilleure option. Puis vous avez, je me rappelle plus du nom, le nom m'échappe, mais il y a un outil que vous avez à votre disposition qui vous permet de faire votre bilan de vos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le plus précis. Mais on peut aussi choisir dans un premier temps d'émettre, par exemple, juste les GES liés au déplacement des employés ou juste les GES liés à l'énergie qu'on utilise ou bon, en tout cas, peu importe. Donc, ce qu'on va faire dans ce temps-là, c'est qu'on va choisir un calculateur d'émissions. Là, je vous ai mis en exemple, ça, c'est le formulaire pour les entreprises de compensation CO2 Québec. C'est un calculateur qui a été quand même bien coté dans l'étude faite par Protégez-vous. Puis c'est un calculateur qui regarde 3 choses. Les GES liés au déplacement, les GES liés à l'énergie et les GES liés aux événements. Donc ici, vous avez par exemple les déplacements. Vous voyez flotte de véhicules, transport aérien, transport en commun, transport des marchandises, hébergement. Donc, si par exemple, vous voulez juste calculer les GES liés au déplacement de vos employés, vous pouvez aller dans flotte de véhicules, puis là, vous pouvez ajouter le nombre de véhicules que vous avez besoin. Donc, flotte de véhicules, ça peut être des véhicules qui appartiennent à l'entreprise, mais vous pouvez décider que c'est les véhicules de vos employés, c'est pas important. Puis là, vous dites, bon, ben, mon véhicule 1, qui est le véhicule de Manon, il a fait dans l'année pour le travail 20 km. L'autre, Martin, lui, il en a fait 150. Puis là, le calculateur, il va vous dire dans transport à côté combien de tonnes de CO2 ça vous fait. Donc là, vous prenez ça, puis vous allez pouvoir aller acheter des crédits carbone avec ça. Donc, on a dit, si ça vous dit 5 tonnes, ben, vous achetez 5 crédits. Si ça vous dit 250 tonnes, vous achetez 250 crédits. Puis comme je disais, ben, vous avez, mais ça rentre aussi les hébergements liés au déplacement ou le transport des marchandises. Fait que vous pouvez décider jusqu'où vous voulez aller là-dedans ou pas. Tu peux changer de diapo, s'il te plaît, Alexa. Dans l'énergie, vous pouvez regarder, par exemple, l'électricité, la consommation d'électricité que vous utilisez si vous y aviez accès. Ou si vous avez d'autres sources d'énergie aussi, vous pouvez les rentrer là-dedans. Ou vous pouvez utiliser la caractérisation des matières résiduelles qu'Alexa vient de vous expliquer. Puis là, vous pouvez dire, ben moi, dans ma semaine, j'avais 1 kilo qui s'en allait à l'enfouissement, j'en avais 15 qui s'en allaient au recyclage, puis j'en avais 5 qui s'en allaient au compostage. Vous multipliez par le nombre de semaines que votre organisation est en fonction. Ça vous donne une quantité estimée par année. Puis là, vous pouvez le rentrer là-dedans. J'ai 52 tonnes qui s'en va à l'enfouissement. Fait que là, vous pouvez les mettre. Puis même chose, ça va vous dire à côté la quantité de GES estimée. Autre diapo. Le dernier onglet que vous pouvez utiliser, c'est celui pour les événements.
Donc, il y en a un pour rentrer les déplacements liés aux événements. Vous pouvez aussi rentrer l'hébergement lié aux événements ou d'autres éléments. Ils appellent ça la taille de l'événement, mais ils rentrent là-dedans, par exemple, le nombre de salles pour calculer l'énergie liée au chauffage des salles qui doivent rentrer là-dedans. Je pense qu'il y a des éléments liés au repas aussi. Donc, vous pouvez quand même faire des choses avec ce calculateur-là qui est sur compensation CO2 Québec. Tu peux changer. Au niveau des événements, il y a aussi, ben, pour le déplacement des événements, spécifiquement pour les déplacements, vous pouvez aussi télécharger le calculateur d'événements de Carbone Boréal. Carbone Boréal, c'est le volet compensation de l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, c'est un document Excel qui se télécharge. Puis, plutôt que de rentrer l'autre calculateur, il fallait additionner, il fallait avoir notre propre calculateur Excel à côté. Puis, il fallait dire, par exemple, en voiture, j'ai eu tant de kilomètres qui se sont faits en voiture. Eux, on rentre déplacement par déplacement, puis il va calculer les déplacements puis là, c'est pour un événement, mais ça pourrait être aussi pour les déplacements de nos employés ou autres, là. C'est quand on a plusieurs déplacements à calculer, ce calculateur-là peut être utilisé. Un des avantages de ce calculateur-là, c'est qu'il permet d'extrapoler. Une fois qu'on a rentré toutes nos données, on a un autre onglet. Cet autre onglet-là, on peut dire j'ai 100 personnes qui ont répondu à mon questionnaire. Donc, j'ai les informations pour 100 personnes, mais j'avais 110 personnes de présent. Donc, lui, il va savoir qu'il manque 10 personnes. Puis, il va pouvoir vous extrapoler les GES liés au déplacement en essayant de voir en moyenne, un déplacement émet combien de GES, puis il va rajouter ces 10 déplacements-là manquants. Donc, c'est un autre calculateur là, qui peut être utilisé pour les déplacements. Donc, j'ai calculé mes GES. Je sais, j'en ai combien. Maintenant, je dois choisir mes crédits. Je sais qu'il faut que j'en achète qui sont certifiés. Je sais qu'il faut que je fasse attention à avoir des projets qui captent. Mais je les achète où? La majorité des calculateurs ont des onglets aussi pour pouvoir compenser. Mais vous n'êtes jamais obligé de compenser à la même place que vous calculez et vice-versa. Ça marche vraiment de façon indépendante. Si vous faites des recherches sur l'achat de crédit, il y a deux marchés qui existent. Il y a le marché réglementé, donc la bourse du carbone entre le Québec puis la Californie, le SPED. C'est un marché qui est obligatoire pour les grands émetteurs, mais qui est ouvert à tout le monde. Par contre, c'est très, 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 très compliqué. Si vous souhaitez acheter des crédits par le marché réglementé, le plus simple, c'est d'y aller vers des organismes, comme par exemple au Québec, il y a Coop Carbone. Eux, quand on compense avec eux, ils utilisent l'argent de notre compensation pour acheter des crédits dans ce marché réglementé-là. Qu'est-ce que ça fait d'acheter là? Ça fait que en fait, il y a un certain nombre de crédits, un certain nombre de crédits qui sont sur le marché. Puis, quand les entreprises ont des crédits, ça leur donne le droit d'émettre des gaz à effet de serre. Si on en achète, il en reste moins pour les entreprises. Donc, d'acheter des crédits-là, ça permet de diminuer le nombre de crédits qui sont disponibles aux grands émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, ça les force à émettre moins un peu plus rapidement. Parce que le marché est fait en sorte que d'année en année, il y en a de moins en moins pour les forcer, mais en achetant, ça en enlève encore plus. Mais la majorité des achats de crédit carbone se font par le marché volontaire.
Donc, c'est tout le reste. Puis c'est là qu'on retrouve toutes sortes de crédits parce qu'il n'est pas réglementé, il est pas vérifié. C'est là qu'on a toutes sortes de crédits aussi, plus ou moins fiables parfois. Donc, là, je vous en avais parlé la dernière fois. Il y a Protégez-vous qui a fait une recherche, ben, une étude qui a évalué les principaux organismes qui permettent de faire de la compensation carbone au Québec. Il les a séparés en deux. Il y a les projets diversifiés, puis ma diapo d'après, ça va être pour la plantation d'arbres. Donc, projet diversifié, celui qui est recommandé par Protégez-vous, c'est Planétaire. Vient en deuxième la bourse de carbone scolaire. On voit qu'il y a quand même une grosse différence au niveau du pointage, là. Planétaire à 90%, Carbone scolaire en a 75%. Après ça, Solution Will en a 72%. Euh, Puis peut-être ce qui est intéressant avec Planétaire, c'est que on a certains choix. Planétaire a toujours une portion, la plus grosse portion de ce qu'ils font avec l'argent des crédits qu'on achète d'eux. C'est pour des projets de captation de carbone. Puis il y a un 25% où on peut choisir qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent avec. Donc, on peut choisir, parmi leurs options, il y a des options des projets de conservation dans les Laurentides. Il y a des projets environnementaux dans la région métropolitaine de Montréal. Il y a des projets liés en lien avec les oiseaux du Québec. Il y a des projets de recherche en lien avec l'École des technologies supérieures de Montréal. Donc, vous pouvez choisir un peu ce qui vient vous chercher. Puis ça, dans quoi vous voulez investir en tant qu'organisme, c'est sûr, c'est juste 25%, mais quand même, c'est le seul qui offre cette option-là. Tu peux changer de diapo. Sinon, au niveau des projets de plantation d'arbres, c'est Carbone Boréal, celui que je vous ai montré tantôt avec leur calculateur de l'Université de Chicoutimi, qui arrive en premier avec 84%. Puis avec Carbone Boréal, on peut soit faire de la plantation d'arbres en forêt boréale, au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au nord du lac Saint-Jean, ou on peut faire de la plantation d'arbres aussi dans des milieux agricoles. Donc, il y en a un peu plus au sud si on choisit le volet agricole. Euh, donc, tu peux changer la diapo. Donc, en gros, c'est ça. Si vous voulez plus d'informations, il y a... puis d'ailleurs, les images que je vous ai montrées viennent beaucoup de cet article-là aussi. Il y a l'article Comment éviter l'éco-blanchiment par la compensation carbone qui a été écrit par trois professeurs de l'UQAC en août 2024, fait que tout récent, qui est disponible sur Internet sur le site de Conservation. Puis, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de plus, mais qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur, il y a le guide de l'Université d'Oxford sur la compensation qui est disponible aussi sur leur site Internet. Puis, si vous êtes intéressé par les articles puis de Protégez-vous sont disponibles dans celui de avril 2020. Donc, un sur les fournisseurs qui ont été évalués, puis un sur les outils pour calculer vos émissions. Celui-là, par exemple, il est beaucoup plus pour calculer des émissions individuelles, mais il peut avoir des éléments intéressants aussi dedans, là. Je vais vous présenter donc le tableau qui va être utilisé, donc le fameux tableau, on en a parlé tout à l'heure, qui va être utilisé donc, pendant l'atelier. Donc l'atelier, je vais vous présenter ensuite un peu comment, les directives, c'est ça, de l'atelier, là, les consignes. Donc ce sera, comme l'a dit Mariam en introduction, ce sera un atelier composé de deux sous-groupes, puis il y aura tout un temps de réflexion pour développer. Là, ce sera en fait une rédaction, ce sera le début d'une rédaction donc mise en place par ce tableau. Donc je vous ai mis, je vous laisse d'ailleurs à l'écran les paramètres du plan à garder en tête. Vous pouvez en même temps les recopier si vous voulez pendant que je vais présenter les colonnes. Donc il faudra garder en tête, c'est ça la vision de votre organisation, les valeurs, budget, ressources humaines, période de mise en œuvre et les partenaires potentiels. Donc
Chaque tableau, donc chaque colonne, pardon. Donc tout à l'heure, on parlait des actions SMART. Donc on disait que les colonnes pouvaient, l'action SMART euh, correspondait en fait à une partie des colonnes du tableau. Donc là, ce serait en fait de regarder en fait chaque colonne avant de pouvoir se lancer dans l'atelier. Donc le tableau, comment il est défini? Donc vous avez là une thématique principale, votre objectif. Et ensuite le comment, qui, quand et le suivi. Donc ce tableau, pour chaque action, c'est ça, vous pouvez en fait le dupliquer pour chaque action. Donc la première colonne, ça concerne donc les actions. Donc ce sont des actions détaillées, des actions spécifiques avec des délais, en fait des délais définis, donc pour atteindre l'objectif qui est prédéfini. Les indicateurs, donc on en a déjà parlé, notamment dans la banque de ressources avec la colonne. Donc les indicateurs, en fait, ils sont vraiment propres au plan d'action de l'organisation. Ils permettent de faire le suivi. euh, donc ils sont mesurables et ils permettent en fait de faire le suivi, de voir le progrès, les avancées des actions dans une durée de temps et également d'ajuster en fait l'action aux besoins. Les responsables, donc c'est la personne qui est responsable de la mise en œuvre de l'action. Les collaborateurs, ça peut être les personnes qui peuvent être impliquées, que ce soit en fait aussi bien dans l'organisation que des partenaires externes. Il y a également un échéancier, donc ça va être les délais fixés pour la réalisation de l'action. Donc les délais, c'est ça. Donc fixer, pas forcément fixer une date limite, mais du moins peut-être un échéancier. Les priorités, donc c'est évaluer l'importance de chaque action. Ça sert en fait à établir, en fait, donc évaluer, si vous voulez, l'importance de chaque action pour établir un ordre de priorité en fonction de mise en œuvre en fait des actions. Et finalement, la colonne résultat, évaluation. Donc là, ça va être résultat, suivi, évaluation. Donc en fait, c'est le fait de développer des critères qui vont permettre de suivre vos progrès dans la mise en œuvre de l'action, donc la mise en œuvre de cette action. Et en même temps, après, d'analyser, de pouvoir faire en fait des suivis. Donc ça, cette colonne-là, ça va vraiment venir à la fin du plan. Ça va permettre de voir un peu qu'est-ce qui a été fait, de voir un peu les progrès, comment on fait un suivi. Donc ce tableau-là, vous pouvez ajouter des colonnes, vous pouvez aussi en enlever, il est vraiment modulable. Là, c'est vraiment pour donner un exemple. Vous pourrez l'ajuster en fonction de vous, vos réalités et de ce que vous voulez ajouter dedans.